Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 2 octobre. Aujourd'hui, on va analyser comme d'habitude le Bitcoin et Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser SUI. Du coup, je remets en jeu Casper contre Uni. Casper qui est revenu dans la vidéo précédente. Donc, c'est à vous de décider pour l'analyse de demain entre les deux. Et je pense que je ferai sauter Uni dans quelques jours. S'il passe pas, ça fait plusieurs fois que je l'oppose, mais il gagne pas, donc c'est un asset qui semble pas trop vous intéresser. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur des altcoins que je pourrais analyser. Également, on fait un petit peu en copy trading où hier on a eu 6 nouveaux TP, donc 2 sur le Gold, 1 sur TRXETH, 1 sur BGBETH, 1 sur AR, 1 sur XRP, plus 22 nouveaux ordres qui ont été fill, puisque le bot est programmé pour acheter le 100. Et plus il y a du sang, plus il achète et plus il va acheter gros pour pouvoir prendre ses profits rapidement. Et c'est ce qui fait justement le succès de la stratégie. En tout cas, si vous voulez rejoindre, je vous rappelle que c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette petite page juste ici. Vous cliquez sur ce lien, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire car le copy trading ne fonctionne qu'avec BitGet. Vous avez 10% de réduction sur vos frais en passant via notre lien et jusqu'à $8000 de bonus de dépôt. Et si vous voulez avoir accès au copy trading, il faut absolument passer par ce lien. Vous créez votre compte, ça prend 1 minute. Une fois que c'est fait, vous revenez sur cette page, vous cliquez sur rejoindre copy trading. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça s'est fait, dans quelques minutes, vous recevez l'accès à la plateforme par email. Une fois que ça s'est fait, vous regardez cette vidéo, configurez le copy trading et dedans, je vous explique tout. Également, rejoignez le Discord, c'est important, puisqu'il y a des updates qui sont faites sur le Discord où on vous communique les résultats, on vous communique les stratégies qui sortent, il y a de nouvelles stratégies qui arrivent et qui sont en train d'être mises en place, surtout au niveau des futures, ce qui n'était pas encore active. Également, vous avez tous les résultats des stratégies, des sites en performance, où vous pouvez voir littéralement tous les résultats des backtests sur plusieurs années, sur plusieurs stratégies, ici, pour savoir ce sur quoi vous allez investir. Et vous avez les témoignages également des personnes qui font tourner les bots ici avec les résultats qu'ils obtiennent. Alors, on n'est pas là pour vendre du rêve, on n'est pas là pour vous dire que vous allez faire x5 en 2 mois, loin de là. On est sur des performances tout à fait honorables qui vont tourner entre 25-50% dépendamment des bots et d'autres nouvelles stratégies qui arrivent aussi, qui tournent dans ces eaux-là. Donc si ça vous intéresse, je le rappelle, c'est 100% gratuit. Alors, pour revenir sur Bitcoin, donc bon, bien sûr, événements macroéconomiques, beaucoup de tensions géopolitiques, donc le marché réagit, ce qui est tout à fait normal. Beaucoup de conflits. Maintenant, à voir jusqu'où ira ce conflit. Est-ce que ça va faire une guerre généralisée et causer énormément de peur sur les marchés ou non? Ça, on verra bien. En tout cas, on avait vu que d'un point de vue technique, il y avait de grosses probabilités, si on perdait cette zone de breaker ici, d'aller chercher cette zone de sell stop et ni plus ni moins de venir travailler l'imbalance weekly, donc la zone dans laquelle on est actuellement. Et je vais poser les choses très simplement. Si on est dans un début de bull market, les bad news comme on a eu et les tensions géopolitiques ne sont pas censées, comment dirais-je, faire des dégâts techniques sur le prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est vraiment en bull run, on est censé trouver notre bottom ici et les bad news sont censés faire échouer les attaques baissières. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très vite, on est censé retrouver une bougie weekly qui doit clôturer plus haut, voire dans le vert, cette semaine, pour confirmer que, ok, les bad news n'influencent plus le prix. Par exemple, qu'est-ce qui nous avait fait dire à l'époque que BNB était intéressant et qu'il était peut-être pas loin d'aller dans un rallye? C'était que malgré l'emprisonnement de CZ, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de problèmes autour de Binance, etc., des attaques dans tous les sens, des pays européens qui bloquaient leurs licences, etc., le prix, il n'en avait rien à foutre, c'était pump, 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 buy de dip, buy de dip. Quand votre marché ne répond pas aux news baissières, c'est qu'il est très bullish. Quand le marché est baissier et qu'il ne répond pas aux news haussières, c'est qu'il est très bearish. Okay, en bull market, les bonnes news font push le prix et les bad news font des légers dumps qui ne causent pas de dégâts techniques. En bear market, les bonnes news font de légers rebonds et les bad news font vraiment des accélérations baissières. Et donc là, on va être fixé puisqu'on est dans une zone où, en soi, c'est qu'un simple pullback pour l'instant. Et si jamais c'est le cas, c'est vraiment un simple pullback. Ça se confirmerait en maintenant cette zone d'imbalance weekly ici, qui est une zone qui est faite justement pour être comblée et ensuite pour faire ce qu'on appelle un push haussier qui aura pour objectif d'aller chercher le sommet du mois de septembre, donc les 66 400 $. Si on est vraiment en bull run, là on est censé trouver notre bottom. Par contre, et du coup en horaire on voit bien et bien la zone qui est bossée, vous la voyez ici, il y avait cette grosse imbalance qu'on est en train de bosser en horaire, c'est très précis, on voit comment le prix réagit. Par contre, si on perd cette zone ici, en horaire,
pour moi, on perdra aussi l'imbalance weekly. Et l'objectif du prix, c'est-à-dire aujourd'hui, très probablement, ce sera d'aller chercher les 59 138 dollars. Alors, bien sûr, il y a des tensions. Également, il y a des news économiques aujourd'hui. On a une première data qui va tourner autour du NFP, même si la valeur finale arrivera vendredi. On a des data du côté du NFP. Par exemple, si les chiffres sont catastrophiques, bah, ça ne sera pas bon pour les assets à risque. Si les chiffres sont bons, ça pourrait causer éventuellement un rebond, voire déclencher une reprise haussière si le conflit s'étend pas et que les choses s'améliorent ou que ce n'est pas pire que ce que les gens pensent. Parce que dès qu'il y a des tensions, etc., il faut savoir que les marchés réagissent directement. Il y a un mode protection, entre guillemets, qui va s'activer, hein, si je peux l'expliquer vraiment pour rendre la chose grossière. Mais vous vous doutez bien, quand il y a de gros poissons qui sont investis sur des assets, le moindre risque, bah, ils dérisquent en fait leur position. Et c'est ce qui fait qu'immédiatement, il y a une répercussion sur le prix. Et Bitcoin l'a subi, les assets à risque l'ont subi, donc les indices américains l'ont subi hier. On est très corrélé au marché américain. On avait parlé de cette divergence ici, où là, le Bitcoin vendredi a fait un petit peu de folie en étant décorrélé du Nasdaq, mais il s'est très vite recorrélé à lui. Hein. Et hier, sur le rebond, Bitcoin rebondit, et sur la grosse attaque baissière des indices, au moment des événements, Bitcoin s'y corrèle immédiatement. Quoi qu'il en soit, pour moi, Bitcoin avait un énorme intérêt à aller chercher cette zone. On a déjà parlé, hein, en daily. Là, il y avait tous ces low daily à prendre, les imbalances à combler en daily, mais aussi l'imbalance weekly. Maintenant, on est dedans, c'est la zone de buy de dip, c'est ici qu'on doit réagir. Ok. Également sur les alts, on en avait parlé. Beaucoup de gens qui récemment se sont exposés à levier, et pas plus tard qu'hier, c'est drôle, parce qu'on en parlait, on se disait, bon, bah, à un moment donné, on sait pas quand, mais à un moment donné, on va massacrer justement les altcoins un petit peu, parce que ça sera rentable de le faire et qu'il y aura un paquet de liquidation à déclencher. Bon, bah, l'événement, c'est parfait pour faire ça. Et on voit qu'on a eu un record de liquidation hier. Alors, record, pas le record absolu, hein, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas liquidé comme ça sur les alts. Il y a eu beaucoup de liquidation, et même sur Bitcoin. Donc, en fait, le marché des contrats dérivés a été nettoyé. Donc, si on est en bull run, ok, enfin, si on est en début de bull run, je vais plutôt parler de bull market, parce que bull run, bon, bull market marchait aussi en français. Si on est en début de bull market, on a atteint la zone parfaite pour faire une continuation. Ok. On a également liquidé énormément de gens sur les altcoins. Donc, le marché des contrats dérivés est nettoyé. Ce qui fait que là, il n'y a plus tout le monde qui est all-in en mode bull market. Non, c'est bon, ces gens ont été nettoyés, se sont fait liquider. Donc là, en théorie, il y a tout ce qu'il faut si on est vraiment en bull market pour y aller. Par contre, comme je dis, si le prix ne réagit pas ici, c'est qu'on n'est clairement pas dans des conditions de bull market, que malheureusement, ça, c'était simplement une prise de stop qui a été effectuée pour redéclencher un mouvement baissier qui aura pour objectif à ce moment-là, je vous le dis vraiment, si on perd l'imbalance weekly, pour moi, ce que je vois sur le prix ici, ça m'invite à penser qu'on ira sous les 52 500. Vraiment. Alors oui, vous allez me dire, non mais tonton, il y a un support ici, là, il y a... Non, oui, ok. Mais en termes de probabilité, le prix reprendra une livraison baissière, parce qu'il formera des imbalances baissières et il ne maintiendra plus ces imbalances haussières. Et à ce moment-là, on parlera d'un state delivery en sell side. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en liquidation sell stop. On va chercher des stops d'acheteurs. Le marché se nourrit de ça et donc automatiquement, le prix ira chercher cette sell side. Alors là, est-ce qu'il pourra poser un bottom? Peut-être, mais j'y crois moyen. Ensuite, il y aura les 55 500, donc 57 500, 55 500, et puis bien évidemment 52 500. Et je pense que si on revient là, c'est pas pour faire un cadeau et pas aller chercher ceux qui auront leur stop sous les 48 800. Donc vous devez bien comprendre que là, pour moi, on est en train de jouer soit ce scénario ici, avec probablement un prix qui ira entre 44 et 46 000. Alors ça va pas se faire en ligne droite, bien évidemment, mais ce serait éventuellement la future direction du prix, si vraiment cette zone est perdue. Ok ? En tout cas, là, c'est la lecture du prix ici qui nous permet de lire ça. Tout comme la lecture du prix ici nous indiquait OK. Ah, il y a peut-être un signal de retournement. OK, ça s'est confirmé ici, là, le 11 avant une accélération haussière qui avait pour objectif cette buy side ici à 65 175 $, dont on en parlait, qui était probablement l'objectif. Objectif atteint. Alors là, on laisse beaucoup de stops derrière nous. Un peu suspect, si jamais c'est le cas, vous inquiétez pas, on y reviendra. Hein. Il sera très juteux pour le marché de revenir déclencher tous ces stops ici au prochain bottom, probablement, qui pourra peut-être confirmer le bottom définitif. On verra bien si jamais ça arrive. Mais voilà, pour moi, tout se joue maintenant. Il va falloir être très attentif. Et du coup, en horaire, la zone, elle est ultra précise. Hein, puisque, hop, ici, puisque quand je vous passe le graphique en horaire, on voit que ici, il y a cette grosse impulsion qui est en train d'être travaillée.
Et si elle saute, on voit immédiatement le prochain objectif, 59 138. Je mets une alerte personnellement, je vous invite à faire de même. Surveillez bien comment va se comporter cette imbalance. Vous passez en horaire, vous regardez où est-ce qu'elle est l'impulsion. Vous prenez la précédente mèche et la dernière mèche ici. C'est votre imbalance. On l'a bossé complètement ici. Et maintenant, on attend d'observer et de voir ce que fait le prix. Ok, dans cette imbalance. Est-ce qu'il arrive à poser un bottom ou non? N'oubliez pas, on est mercredi, il y a des news échos, ça va fortement bouger probablement. Et ensuite, je vous donne justement des zones à surveiller en cas de rebond. Alors, en cas de rebond ici, on voit facilement la zone de prix qui pour moi doit avoir notre intérêt. Elle est ici. Elle est, donc Mandela a été pris, ça c'est bon. Ça, cette imbalance a sauté, donc c'était un signal baissier. Ça, on s'en fout. Ça, on s'en fout aussi. Ça sera cette zone de prix ici que je vais indiquer en rouge. 63 551, 63 063 $, quelque chose comme ça. Ok, ça sera une zone importante à surveiller. Pourquoi? Parce que c'est l'imbalance qui s'est formée et qui est venue déclencher cette prise de stop ici. Donc s'il y a bien une zone à revenir chercher et malheureusement confirmer quelque chose de baissier, c'est ici, c'est pour faire quelque chose comme ça. Donc pour moi, il faut être attentif dans les 63 000, 63 500 en cas de rebond, parce que c'est clairement ici que le prix peut se retourner pour faire une continuation baissière. N'oubliez pas, on reste corrélé aux indices, et eux, les indices vont nous aider un petit peu à savoir si un bottom peut se poser ou non. Ok, on peut regarder le Nasdaq juste après, ici. On ira checker un petit peu le Nasdaq. Ok, là, on voit qu'on a la formation d'un imbalance baissier, qu'on va en former un deuxième éventuellement, à part si le prix revient aujourd'hui à 62 800. Pareil, si par exemple le prix revient à 62 800 et qu'ensuite il y a une reprise baissière, là on appellera ça un immediate rebalance et ça c'est baissier. Okay, quoi qu'il en soit, pour résumer, tant qu'on perd pas l'imbalance weekly, on est en mode bull run. Donc let's go, on y va, c'est octobre, il y a tout ce qu'il faut, il y a les élections, il y a tout ce qu'il faut pour que ça pump. Si jamais on perd l'imbalance weekly, bah accrochez-vous parce que derrière ça pue au minimum les 57 400 et personnellement je vous dirais franchement... allez, à la limite, 55 600, ça nous sauve, mais en fait, le problème, c'est que c'est ça, ce qui va se passer, c'est ça. C'est que si on perd cette imbalance, ça va dump, les gens vont être en mode buy de dip, comme d'hab, et les gens vont foutre leur stop ici, et ça sera l'intérêt du prix à y aller, en fait, malheureusement. Donc ouais, pour moi, il faut absolument se reprendre. Il y a des bad news, il y a tout ce qu'il faut pour choquer les gens, faire stresser les gens, que les gens soient pas bullish. Si malgré tout ça, les gens sont bulls, bon, bah, malheureusement, on perdra cette zone d'imbalance et on retournera plus bas. Donc tout se joue ici, restez très vigilants, faites attention. Et pour revenir sur le Nasdaq rapidement, ici, le Nasdaq, il est quand même dans des conditions où c'est un peu compliqué pour lui. Il n'a pas réussi à péter son imbalance. Ça, c'était le signal qu'on attendait pour aller push l'ATH. Okay, on en avait parlé, ici ça peut reverse, puisque c'est la dernière imbalance et que, alors ça c'est des concepts qui sont très puissants, quand vous allez avoir le S&P 500 et le Nasdaq qui divergent comme ça, très souvent le Nasdaq, lui, en gros là vous avez le Nasdaq qui ne faisait pas de sommet et le S&P 500 qui faisait des sommets. Ça c'est une grosse divergence et donc c'est pour ça qu'il y avait des probabilités de se retourner dans cette imbalance baissière. Et pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, ce que j'ai sous les yeux, au niveau du Nasdaq, malheureusement, c'est plutôt baissier, parce qu'il a comblé sa dernière imbalance, et que s'il y a bien une zone, on en parlait, j'en parlais dans les shorts aussi, si vous suivez les shorts, c'est la zone dans laquelle on peut former un sommet descendant si on est au début de quelque chose de baissier. Il faut absolument péter cette imbalance pour aller chercher un nouveau sommet et que les cryptos puissent également suivre ce rallye. Également, alors là, bon, là c'est un peu plus technique, et ça se verra sur le Nasdaq Futures, ici. Il y a ici ce qu'on appelle des volume imbalance qui ont sauté, et ça pareil, c'est pas très bullish, enfin c'est pas bullish du tout même. Le fait que cette zone ici ait sauté, c'est clairement pas bull. Là, j'en ai deux, mais je le mets en un. Mais le fait qu'on ait perdu cette zone, c'est pas bullish. Et tant qu'on regagne pas cette zone, on est plutôt dans potentiellement quelque chose de baissier, et pourquoi pas essayer d'aller s'occuper de ces volume imbalance, de ce gap qui est ouvert ici. À 19 543 points, ça serait des objectifs, voire même aller rebosser ces imbalances qu'on a laissé plus bas ici, dans les 19 100, 18 800. Et vous vous doutez bien que si le Nasdaq retrace vers ces imbalances, on parle quand même d'un mouvement de plusieurs pourcents de baisse, 5%, les cryptos vont suivre. Donc franchement, le Nasdaq, la situation, elle est un peu compliquée. Il a pris son previous weekly low, il faut absolument qu'il réagisse sur cette prise de weekly low. Donc là, je passe en horaire. Il faut voir comment on va réagir au niveau de ce trait. Ici, on a pris le plus bas de la semaine dernière. Pour l'instant, il y a un bon mouvement, Voilà, si je passe en 15 minutes, on voit qu'il y a une belle impulsion qui derrière elle va laisser de l'imbalance, et cette imbalance
est actuellement travaillée, juste ici. Ce qu'on aimerait, c'est que cette zone soit maintenue. Si cette zone n'est pas maintenue sur le Nasdaq, c'est-à-dire que cette impulsion n'a pas marché et relancé une phase haussière, et malheureusement, à ce moment-là, on se donne rendez-vous dans une continuation baissière, et ça, le Bitcoin va s'y corréler. Donc surveillez bien le Nasdaq également. Moi, ce que je fais sur mon graphique, c'est que le Nasdaq, je l'ai, et je m'arrêterai ici pour le Bitcoin, etc. Le Nasdaq, je l'ai juste ici, en rose. Et je vois les divergences. Par exemple, là, vendredi, je me disais, ok, attention, on en parlait, prise du sommet de jeudi, attention à ce qui se passe derrière, on a pris le sommet, boum, on s'est reverse. Donc, et ces divergences sont très puissantes. Que ce soit sur du court terme, même sur de l'horaire, ça fonctionne très très bien. Là, vous voyez, pour l'instant, Bitcoin il rebondit, Nasdaq il tire un peu la tronche. Par exemple, si Nasdaq prend encore cette direction, là, il faudrait se dire que ce mouvement du Bitcoin est probablement un faux mouvement et qu'il va se recorréler encore au Nasdaq. Faire attention. Pour revenir sur ETH, alors, ETH, il y a eu des dégâts cette fois-ci sur Ethereum, mais on revient également dans la zone identifiée, juste ici. Donc on est pareil dans l'imbalance weekly, donc c'est un peu comme Bitcoin, c'est-à-dire que là, vous voyez, on bosse l'imbalance weekly juste ici, d'ici à ici. Ce qu'il faut, c'est que le prix maintienne ça. Il ne faut surtout pas perdre cette zone, parce que si on perd cette zone, il n'y a plus rien qui sauve Ether avant les 2067$. Et du coup, ces grosses imbalances ici qu'on a en mensuel entre 2047 et du coup 1882. Et en gros, ça confirmerait ici la divergence qu'on a eue avec Bitcoin. Bitcoin est venu chercher 65 000, pas Ethereum, donc du coup Ethereum est plus faible. Et Ethereum va chercher justement un nouveau plus bas si Bitcoin reprend une direction baissière. Donc les deux, c'est la même chose. Ils sont dans une zone hyper importante, tous les deux. Ethereum, il a comblé toutes les imbalances qu'il a laissé traîner derrière lui sur ce mouvement, des imbalances qui étaient vectorielles, qui sont retestées 90% du temps, je dirais. Donc là, vraiment, c'est le moment pour Ethereum de se reprendre. Si Ethereum ne se reprend pas ici, honnêtement, on se donne rendez-vous sous 2250, sous 2150. Et pour moi, l'objectif principal, c'est le plus bas du premier trimestre de 2024. Donc les 2067$. Si vous passez votre graphique en trimestriel, voilà, vous avez un bel objectif ici à aller chercher sous les 2067. Ce sera l'objectif d'Ethereum, ok? Donc il va falloir faire attention, être vigilant et si on perd cette zone, franchement, ça sent pas super bon. Donc je pense que cette fin de semaine va être importante. Il y a pas mal de news échos. Les tensions vont peut-être s'accentuer, on n'espère pas. Et si c'est le cas, le marché sera stressé encore et peut continuer justement de baisser. Et s'il y a des raisons de faire baisser ce marché en dehors de la macroéconomie et de la géopolitique, si tout est aligné, ça baissera en fait tout simplement. Si par exemple l'état de comportement du prix change d'un comportement haussier à baissier, les news baissières vont accentuer le momentum baissier. Okay, comme je vous dis, dans un vrai mouvement haussier, les news sont juste là pour être des dips. Et en fait, en fin de semaine, on est censé juste avoir une grosse mèche avec une belle clôture ici, genre au niveau au prix d'ouverture ou même plus haut pour dire ok, ça c'était le dip du siècle, là c'est vraiment très bullish, on y va. Ok. Par contre, si on clôture comme ça dans le rouge, voire en pire, on a pété l'imbalance, ok, non, c'est que le marché répond aux news baissières, c'est toujours un marché baissier. On risque d'aller sous les 2000 balles sur Ethereum. Donc pour moi, la clôture weekly va être hyper importante. Je dirais même d'ici vendredi, mais bon, les cryptos, ça clôture dimanche. Mais je pense que d'ici vendredi, déjà, on sera fixé probablement. Donc là, on veut voir le prix réagir très vite et très vite réavaler la baisse, qui confirmera que c'était le dip de la peur, des mauvaises news, mais que c'est très bullish et que ça continue de monter. Pas plus de choses à dire. Pour moi, il faut se focus sur Bitcoin. C'est lui qui va décider. Ethereum, ça suit Bitcoin, en fait, ni plus ni moins. Et là, en fait, on retravaille le breaker précédent, toute l'imbalance ici. On est venu chasser des stops, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Pour moi, vraiment, là, le prix bosse l'imbalance weekly et c'est vraiment la zone qu'on doit maintenir. Si on la maintient pas, ça sent pas très bon. Et pour finir sur, pas BNB, du coup, je parlais de BNB, mais on devait analyser SUI. Ok. Je vais aller sur les paires, ce sera toujours un peu plus précis. Alors, SUI, pour moi, par exemple, SUI, vous voyez la différence entre... voilà, c'est ce qu'on veut voir sur Bitcoin. SUI, il en a rien à foutre de ce qui se passe là. Lui, il est bullish. Pourquoi? Parce que SUI, à mon avis, il a un énorme intérêt à aller liquider tous les vendeurs au-dessus des 2,19. C'est son objectif et je pense qu'il va y aller. Il y a de gros intérêts à ce qu'on y aille. Et là, clairement, le fait que le prix, comme ça, réavale une d'aussi grosse news baissière, un truc que Bitcoin ne fait pas, qu'Ethereum ne fait pas, que Solana ne fait pas, que BNB ne fait pas, pourtant était très bullish, ça nous montre que SUI est très bull et je pense qu'il va aller chercher les 2,1850 assez rapidement. On sera fixé, c'est-à-dire que si c'était juste l'objectif, c'est-à-dire aller chercher les buy stop des vendeurs, une fois qu'on va tag ça, on va avoir un prix qui va perdre en momentum et qui va probablement se retourner. Ok? Et si jamais Bitcoin est baissier, en fait, il va finir son move et ensuite, une fois qu'il aura fini son move, il va se recorréler
au marché, et en fait il retracera et il reviendra retravailler probablement toutes les zones d'impulsion que vous voyez ici qu'il a laissé traîner derrière lui. Il y en a pas mal, hein. Je vous mets ça en weekly, mais voilà, là il y a une énorme imbalance vectorielle. Ça, faut se dire que on va y revenir très probablement si le marché perd, enfin si le marché ici se fait rejeter après avoir tagué les 2,19, il y a énormément de chances que le marché revienne tester la zone entre 1,15 et 1,50. Et si vous êtes bullish sur SUI, c'est une excellente zone pour recharger ici, pour jouer la continuation, tout simplement. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans un énorme range, et il y a deux probabilités quand il y a un range. Soit on est au début d'un mouvement massif, et genre SUI, c'est le nouveau Solana de 2021, où tout le monde va se jeter sur lui et ça va devenir le nouveau genre top 10 market cap, on va atteindre 20, 30, 40, 50 milliards de market cap, un peu comme Solana en 2021. Ou pas du tout, on va aller tout simplement faire ce qu'on appelle consolidation, manipulation, et peut-être pas une expansion, mais juste en fait, conso, on prend les stops et en fait on retournera dans le range et on fera pas grand chose pendant longtemps. Et ça pourrait être vu comme à long terme encore une grosse zone d'accumulation pour, quand le bull run se lancera, parce qu'à un moment donné il arrivera probablement ce bull run, avoir cette grosse expansion haussière. Ok. Alors, si les dégâts sont pas causés sur Bitcoin, c'est-à-dire que Bitcoin se reprend assez rapidement, chose qu'il est censé faire si on est en bull run, je vous le redis, on n'est pas censé répondre comme ça aux news baissières. Enfin, on peut répondre à la baisse aux news baissières, mais on est censé très vite ravaler ces baisses. C'est vraiment bullish. S'il y a tout et que Bitcoin lance son bull run, pour moi, celui ici, il va breaker, il va probablement accepter, et ensuite, il commencera un rallye assez important, et là ça deviendra un token du grand public où les gens vont en entendre parler et on commencera à rallier un peu à la Solana en 2021. Alors celui en termes de market cap, on est sur du 5 milliards, ça peut totalement avoir le potentiel de finir à 50 milliards par exemple, si ça devient vraiment un gros. En plus de ça, il y a Grayscale qui en a fait un trust, donc là il y a des institutions qui peuvent aller sur SUI. Alors pour l'instant ça fonctionne pas trop parce que il n'y a pas du tout d'inflow, vous pouvez consulter ça directement sur Grayscale Products. Ici vous sélectionnez SUI et vous regardez un petit peu ce qui se passe, est-ce qu'il y a de l'argent sous gestion ou pas du tout. Alors là, ils l'ont pas encore mis, peut-être dans Single Asset. Mais vous regardez l'argent qu'il y a sous gestion. Voilà, ici, il y a 2 445 000 $. C'est rien, c'est peanut, ok. Donc pour l'instant, ça n'intéresse pas trop du côté des Grayscale. Mais peut-être que ça va arriver. Et si ça arrive, on va voir le Asset Under Management ici, donc l'argent sous gestion qui va augmenter. Et là, ça indiquera qu'il y a de l'intérêt institutionnel. Par exemple, Tao, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt instit. En tout cas, s'ils en achètent, ils passent directement sur les exchanges, ils ne vont pas sur les produits de Grayscale. Okay, mais on est censé voir s'il y a vraiment un attrait institutionnel, un asset under management qui augmente, qui montre que les institutions ont de l'appétit pour SUI et que c'est un projet qui peut attendre de plus grosses capitalisations. Okay, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc pour ça, faites attention ici, parce que si c'était juste l'objectif du prix d'aller défoncer tous les vendeurs, bon bah après le marché reviendra dans le range, il ne refera plus trop grand chose. Quels seraient les objectifs en cas de gros rallye? Déjà cette extension haussière. Donc là, au minimum 3,24 $, 3,90 $. Et là, on va avoir des objectifs mathématiques. Donc de la sortie de ce gros range ici, qui aurait pour objectif plusieurs objectifs qui tournent autour du chiffre pi. On va avoir, et je vais même vous donner, non c'est bon, ça sera là. Donc premier objectif 3,80 $, deuxième objectif le chiffre pi 6 $, et dernier objectif vraiment big objectif entre 9,60 et 11,74. Donc là on serait sur un market cap, s'il n'y a pas eu de dilution trop, autour des 40-50 milliards de market cap, ce qui pour moi est réaliste si vraiment celui devient un énorme projet. Également on va checker ce qu'on appelle la tokenomics, et je m'arrêterai ici, parce qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire d'un point de vue technique, sinon le brief va durer encore 3 plombes. On écrit celui ici et on va regarder un petit peu sa market cap, enfin sa tokenomics, comment les tokens sont release ici. Alors bon, déjà il faut savoir qu'il y a de gros ventures qui sont investis dedans. Ils avaient levé un peu plus de 336 millions de $, c'est énorme. Binance, Coinbase, Circle, FTX avaient investi, etc. à l'époque. Donc quand il y a des gros ventures comme ça, ils ont tout intérêt à ce que ça monte, hein, eux, pour vendre le plus cher possible. A16Z aussi, qui est un énorme venture également. Coinbase qui avait réinvesti une deuxième fois, donc ils sont beaucoup investis dedans probablement. En tout cas, vu l'argent qui a été levé, c'est pas anodin. Et surtout que ça a été levé en septembre 2022. Septembre 2022, pour ceux qui se souviennent, c'était un peu la fin des cryptos, entre guillemets, dans la tête des gens. Il y avait un intérêt du marché proche de zéro. Genre, il y avait tout qui dumpait. Pourtant, ils ont investi 300 millions. Donc, ils ont investi l'or sur un projet pendant que le secteur était au plus bas.
Donc ça montre justement l'attrait qu'ils avaient déjà à cette époque sur ce projet. Donc c'est pas étonnant de le voir performer. Et au niveau de la tokenomics, franchement, bon, c'est dégueulasse sur du long terme, on va pas se mentir, il y aura beaucoup d'inflation, mais c'est programmé sur 10 ans, jusqu'en 2033. Par exemple, si ce bull run il dure jusqu'à, allez, on va être fou, on va dire, allez, se trouve le bull run il va être décalé, on sait pas, mais si le bull run il arrive mi-2025 et qu'il se termine fin 2025, imaginons, je vous donne vraiment des dates comme ça pour se projeter, on sera autour des 4,5 milliards de circulating supply, on est actuellement en 2,8, donc il y aura à peu près 70% de tête, je dirais, d'inflation au niveau du token. Ok, c'est bien, d'ailleurs si le projet il fait x10 en termes de capitalisation, ça fera pas x10 au niveau du prix, ça fera un peu moins, mais c'est pas ce qui va l'empêcher de pumper, en fait, malgré qu'il y ait de la dilution. Parce que la dilution, elle est bien programmée. Il y a des projets où il y a des gros unlocks tous les mois, par exemple. Ça, c'est catastrophique. Là, il y a vraiment... Alors, la tokenomics, elle est pas bonne, excellente sur du long terme. C'est un projet qui va probablement, je vais pas dire fail, mais qui va pas rester à son plus haut tout le temps. Et les bear markets vont l'impacter parce qu'il aura une tokenomics assez impactante. Mais en tout cas, en bull run, ça pose pas de problème. On est sur un projet qui peut totalement exprimer de la performance. Et là, vous avez des prix où les gros ont investi, donc 10 centimes, 3 centimes, 25 centimes, 18 centimes. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que si vous investissez sur SUI à long terme, là, il y a des tonnes de ventures qui récupèrent leur token tous les mois et eux, leur but, c'est de le dumper le plus haut possible. Ils ont investi quand ça coûtait 3 centimes, ok, entre 1 et 10 centimes, on va dire. Donc eux, ils sont positionnés depuis très longtemps avant que le projet sorte à des prix qui sont très intéressants. Ok. Donc eux, leur objectif, ça va être de dump pour récupérer des milliards. Donc il y a tout intérêt pour ces ventures à ce que le truc parte en parabole. Comme ça, en bear market, ils vont pouvoir dumper ça en s'en foutant. Parce que les gens vont se dire, mais qui vend ce truc à moins 70 ? Bah, c'est ceux qui auront acheté entre 1 et 10 centimes, parce que eux, ils seront encore en plus du x100. Et leur objectif, ce sera de dumper tout ça. Ok. Donc voilà, sachez que investir ici, c'est acheter les futurs bacs des ventures, mais rien n'empêche de timer une bonne entrée et puis timer une bonne sortie. Et puis après, celui malheureusement qui achètera le bear market, bon bah il se fera détruire parce qu'il va acheter un projet qui est dumpé par les ventures. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à RSR, c'est ce qui est arrivé à Casper, à tous ces projets-là. Ils ont été dumpés pendant les ventures, pendant les bear markets. C'est pour ça que les gens comprenaient pas pourquoi ça remontait pas, parce qu'il y avait une trop grosse pression vendeuse de la part de gros fonds qui ont investi à très bas prix et qui ont pris des profits en x50, x100, x200, etc. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle tous les liens en commentaire épinglés, vous avez absolument tout. Le copy trading gratuit, la formation gratuite, le VIP gratuit. L'école, c'est le seul contenu qui est payant si vous souhaitez vous former à mes côtés. Tous les lundis, enfin tous les jours du lundi au vendredi. Vous recevez également la formation que j'ai faite par mail, comme ça vous pouvez y avoir accès. Exercices, cours vidéo, examen et quiz pour valider vos compétences. Vous avez accès en plus de ça au brief quotidien tous les jours en direct, mais c'est disponible en rediffusion. Et vous aurez accès à la partie de l'école sur le Discord qui est juste ici, où là il y a une partie réservée à l'école où vous pouvez échanger avec tous les élèves, avoir accès à tous ces salons ici et poser toutes les questions que vous voulez et vous y trouverez réponse. Je m'arrête ici, n'hésitez pas à rejoindre. On se retrouve demain. Oui, demain je suis là. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. À demain. Ciao, ciao.